8h13 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. En Russie, hier, plus de 1000 arrestations lors de rassemblements en soutien à l'opposant Alexeï Navalny, qui a été condamné à de la prison ferme. Paris et d'autres capitales exigent sa libération. Kremlin dénonce cette ingérence. Et maintenant, que faire ? Il y a une situation en Russie qui est très grave. Il y a une dérive autoritaire manifeste avec, en particulier, ces arrestations arbitraires, ces arrestations collectives, ces arrestations préventives par rapport au cas de M. Navalny. Mais il est intéressant de savoir quelle est la réalité de la situation pour M. Navalny. M. Navalny, il a été jugé en 2014, condamné à de la prison avec sursis. Puis, il a été empoisonné par un produit chimique russe sur le territoire russe. Et nous avons demandé à de nombreuses reprises à la Russie de faire la transparence sur cet empoisonnement. Cette tentative d'assassinat, en réalité. Et puis voilà que, retournant en Russie, il est maintenant condamné à 3 ans de prison, je crois, uniquement pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui était lié à sa prison avec sursis. Nous sommes dans Kafka. Et on comprend qu'il y ait, de la part de la population russe, ces manifestations, ces demandes d'explications. Donc nous disons très clairement que le début de l'action pour la Russie de notre part, c'est quand l'on constate la libération de M. Navalny, qu'il y ait la transparence autour de cette tentative d'assassinat et que l'état de droit revienne, d'autant plus que la Russie est membre de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé que le procès qui avait été fait à M. Navalny n'était pas équitable. Or, cette cour, la Russie en fait partie et donc elle est en contradiction avec ses engagements. Mais monsieur le ministre, donc cette clarification s'impose. Oui, Alors, elle s'impose, mais au-delà du concert de condamnation, très honnêtement, qu'est-ce qui pourrait faire plier le maître du Kremlin ? Nous avons déjà, au niveau européen, pris des sanctions après la tentative d'assassinat. Avec quels effets ? Avec des effets sur les personnes concernées. Oui, mais quels effets sur le maître du Kremlin ? Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se déplacer, qu'il y a un gel des avoirs. Et nous avons demandé à M. Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne, en gros le ministre des Affaires étrangères européen, si je peux simplifier un peu les choses, de se rendre à Moscou pour avoir un message d'exigence à l'égard des autorités russes. Il va se rendre en Russie dans quelques jours et à son retour, les Européens envisageront les conséquences qu'il faudra tirer des résultats de cette visite. Monsieur Le Drian, je vous pose de nouveau la question. Il y a une question de fermeté. Oui, mais la fermeté, est-ce qu'elle paye aujourd'hui ? Nous avons Vladimir Poutine qui est maître, j'allais dire, en son territoire, en son royaume, et qui n'écoute pas vos condamnations. C'est intérieure à la Russie. Constatons que la population russe, aujourd'hui, par les manifestations importantes qui se déroulent en plein hiver, exprime son mécontentement. Donc c'est au président Poutine de prendre les initiatives nécessaires. Mais en même temps, nous voulons garder un lien de dialogue avec la Russie qui soit ferme, mais qui soit réel, parce que la Russie est notre voisin. Donc on a intérêt à avoir avec la Russie une relation de confiance et de sécurité, mais il faut dire aujourd'hui que le président Poutine ne pose pas les actes nécessaires pour cela. Mais jusqu'où allez-vous aller, monsieur le ministre ? Est-ce que la France fait pression ? Est-ce qu'elle fait pression pour l'abandon du projet de gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne ? Il ne faut pas confondre les sujets. Nous avons, avec les Allemands, une discussion sur Nord Stream, mais qui concerne essentiellement les enjeux de souveraineté énergétique européenne. Nous avons une discussion qui est une discussion sereine, loyale et franche, et la France n'a pas changé d'avis sur ce sujet. Monsieur Le Drian, il y a un instant, vous me dites qu'il y a une dérive autoritaire en Russie, et là, vous nous dites qu'il y a une discussion sereine sur ce projet. Avec les Allemands. Et vous ne faites pas pression sur les Allemands pour qu'ils abandonnent ce projet ? C'est la responsabilité des Allemands. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les choix énergétiques allemands. Nous interrogeons les Allemands sur la sécurité énergétique de l'Europe. Tout simplement. Pourtant, il y a quelques jours... Et il faut que, par ailleurs, à l'égard de la Russie, l'Europe ait en permanence une position à la fois ferme et à la fois de discussion pour faire bouger les lignes. Et on fait bouger les lignes en ayant une position ferme et unie des Européens. Donc vous confirmez ce matin qu'il n'y a pas de pression sur ce projet de gazoduc, C'est de la responsabilité des Allemands. Nous avons des discussions sur ce sujet avec eux, mais concernant la souveraineté énergétique de l'Europe. Et ces discussions la France n'a pas changé de posture là-dessus. Contrairement à ce qu'a dit il y a quelques jours le secrétaire d'État en charge de l'Europe qui a affirmé qu'il y avait des doutes sur ce projet. Nous avons toujours la même position. Bon. Angela Merkel, en tous les cas pragmatique, a confirmé il y a quelques jours la poursuite de ses travaux. Donc pas de retour sur sa décision quant à elle en tous les cas.
C'est de la responsabilité de l'Allemagne de faire les choix et de prendre les décisions nécessaires sur un projet qu'ils ont monté. La Russie, je le disais dans l'actualité, Monsieur Le Drian, puisque la Russie de Poutine fait aussi parler d'elle, mais pour son vaccin Sputnik, Emmanuel Macron s'est dit favorable à son arrivée en Europe après l'aval de l'agence évidemment européenne du médicament. Il n'y a rien qui s'oppose à son arrivée, aucune contingence géopolitique non plus. Non, c'est un sujet, vous savez, les vaccins n'ont pas de nationalité. Oui. L'important, c'est d'avoir un médicament qui marche. Si Sputnik est validé, homologué par l'Agence européenne du médicament et en France par la Haute Autorité de Santé, il n'y a aucun blocage pour qu'il soit diffusé s'il correspond aux normes scientifiques et aux exigences de robustesse et de contrôle qui s'imposent en Europe, que l'Europe met en œuvre parce qu'il faut assurer la sécurité de la production et la diffusion des vaccins. Vraiment, les vaccins n'ont pas de nationalité, Monsieur le ministre. Des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France est désormais la seule à ne pas avoir fabriqué un vaccin anti-Covid. N'est-ce pas le signe d'un déclassement français? Je pense qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Sanofi fait partie des laboratoires qui sont retenus pour fournir aux Européens les doses de vaccins nécessaires. Quand, après la bataille ? Ils ont échoué. Mais vous savez, on n'est pas sorti de la longue épopée qui est devant nous pour que l'ensemble de l'humanité soit vaccinée, parce qu'on ne va pas se limiter à l'Europe. Et donc je pense que Sanofi doit poursuivre ses études et puis à un moment donné, ils produiront un vaccin de qualité. Oui. Il y avait au point de départ la volonté européenne de diversifier ses portefeuilles de laboratoires. Faire en sorte qu'il y ait un nombre suffisant avec des technologies suffisantes. Sanofi a pris une technologie qui apparemment n'a pas marché. On peut imaginer qu'ils sont toujours en train de travailler et je suis sûr qu'ils aboutiront à quelque chose. Oui, mais quelles leçons tirer de cela? Monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est pas temps de se rendre à l'évidence? La précaution, la bureaucratie ont tué la prise de risque et l'innovation dans notre pays. Est-ce que notre modèle est caduc? Je trouve qu'il y a eu sur la question des vaccins une initiative européenne exceptionnelle. C'est de dire on fait tout ça ensemble pour éviter de se battre entre nous. Pour quel résultat? Et on se sécurise pour assurer 2,3 milliards de doses qui vont permettre, grâce à des différents laboratoires et différentes technologies, de vacciner l'ensemble des Européens. Avec des retards, des bugs? Oui, mais écoutez, il y a 6 mois, il n'y avait pas de vaccin. Et il y a moins d'un an, on me disait à moi, ministre des Affaires étrangères, mais vous savez, les vaccins, ça sera peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, etc. Aujourd'hui, il y a des vaccins, plusieurs technologies. Mais pas français. J'espère bientôt français. Mais qui seront les pays qui vont s'imposer après le Covid? À partir de là, on est dans une logique qu'il faut de production. La production, c'est long. Ben oui, mais il vaut mieux avoir une production d'un vaccin qui existe, alors qu'il y a 6 mois, il n'y en avait pas. Et donc, cette logique-là, il faut la poursuivre, y compris en France. Et vous le savez, Sanofi produira aussi des vaccins pour Pfizer. Nous sommes dans une accélération de la production qui permettra, je l'espère, de sortir de cette impasse. Mais en attendant, c'est un soft power redoutable. Je le répète, au sein de ce Conseil de sécurité de l'ONU, nous n'avons pas de vaccin, monsieur le ministre. Il ne s'agit pas de nous mettre de la sorte sur la tête, mais de constater. Nous avons d'autres compétences et moi je ne suis pas dans la logique du déclinisme fondamental. Nous sommes présents au Conseil de sécurité, nous prenons des initiatives, y compris sur les vaccins, pour faire en sorte que la dimension internationale de la production de vaccins, de la diffusion de vaccins puisse avoir lieu. Et dans ce domaine-là, la France est à l'avant-garde. Donc je ne réduis pas le poids de la France à un échec à un moment donné d'un laboratoire qui, je l'espère, permettra d'avoir des succès bientôt. Nouveau conseil de défense ce matin autour de la situation sanitaire. Conseil bien sûr auquel vous participerez comme d'habitude, monsieur Le Drian, après cet entretien. Est-ce que la doctrine du tout sauf reconfinement tient la corde? Moi, je ne fais jamais de commentaires avant des conseils de défense. Les conseils de défense se réunissent toutes les semaines sous l'autorité du président de la République avec le Premier ministre et les ministres directement concernés et les experts les plus compétents sur les sujets de la diffusion de la pandémie. Oui, mais il y a une ligne maintenant qui est assumée. Et aujourd'hui, un pari du président. J'espère que nous pourrons poursuivre. C'est vrai qu'il faut essayer d'éviter le confinement par différents moyens, y compris ceux qui ont été mis en œuvre la semaine dernière. Et à chaque conseil de défense, on fait le point. On travaille en temps réel, parce que le vaccin ne nous dit pas ce qu'il va faire. Donc, à chaque conseil de défense, on apprécie la situation, chacun donne son avis, et à ce moment-là, le président tranche et le fait savoir au conseil des ministres qui suit. C'est la raison pour laquelle le conseil restreint est toujours avant le conseil des ministres. Moi, je suis assez surpris d'ailleurs de voir que certains pensent que ce conseil de défense est une espèce de cabinet noir. Pas du
du tout. En tous les cas, il y a un manque de transparence. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on dirait si... Il y a un manque de transparence sur le processus de décision au cours de ce Conseil de défense. Je trouve ça ahurissant que l'on dise ça. On travaille en temps réel. On s'adapte à la situation. Toutes les semaines, il faut faire un point. C'est la responsabilité de l'exécutif de faire le point et de prendre les décisions. S'il ne le faisait pas, il serait coupable. Il le fait, il s'adapte en fonction de l'évolution du vaccin, parce que du virus, parce que il y a des évolutions diverses, certaines inattendues. On n'attendait pas les variants, ils sont là. Il faut s'adapter et éviter de prendre des mesures qui soient trop fermes pour pouvoir s'adapter en permanence. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité que l'on puisse éviter le confinement, parce qu'il faut prendre la dimension sanitaire, mais aussi la dimension psychologique, la dimension économique. À chaque fois, c'est des arbitrages. Et il faut bien qu'il y ait un lieu où... une ligne apparemment pragmatique qui l'a emporté. C'est la ligne pragmatique. Bon, et c'est peut-être la vôtre aussi. Il faut absolument. Il faut faire en sorte que le pragmatisme soit au rendez-vous et ne pas se cantonner dans des positions un peu trop dogmatiques pour faire en sorte que l'on mène le combat contre le virus dans les meilleures conditions. Et justement, pour tenter d'éviter, Jean-Yves Le Drian, ce reconfinement, de nombreuses mesures sont en vigueur, comme la maîtrise des frontières. Pourquoi avoir tardé avant de changer de doctrine, et certains même disent d'idéologie à ce sujet ? Mais je suis un peu surpris d'entendre ces propos, parce que, comme vous le savez, les frontières hors Europe, hors espace européen, les frontières hors Europe sont fermées depuis le 20 mars de l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Argentin ne peut pas venir en Europe comme ça, faire ses courses ou autre. Elles sont fermées, elles étaient fermées, sauf pour les Français et les résidents européens. Et ce qui a changé, c'est que, sauf pour les Français, autrement, c'était fermé. Je crois qu'on ne dit pas assez. C'est votre croyance, parce qu'avant, les frontières, ça n'avait pas d'intérêt scientifique. Aujourd'hui, ça en a. Ce qui a changé, c'est que désormais, les Français et les résidents européens devront, s'ils veulent voyager, d'abord faire un test PCR au départ, puis une septaine, puis un test PCR après la septaine, et surtout présenter les raisons de leur déplacement, et seuls des motifs impérieux seront retenus, avec des vérifications aux embarquements divers qui peuvent se passer. C'est vrai pour les Français, c'est vrai aussi pour les résidents européens. D'accord, donc pas de changement de doctrine. Ce dispositif-là, les frontières sont fermées. La France est résolue à monter d'un cran. Mais c'est vrai aussi pour aller. C'est-à-dire que les Français ne pourront pas partir à l'étranger, sauf motif impérieux, sanitaire ou familial, avec une liste extrêmement contrainte pour éviter la diffusion du vaccin. Le sujet, c'est d'éviter la diffusion du vaccin. Du virus. Et c'est en ce sens que ces mesures ont été prises. Ça, c'est pour l'espace extra-européen. Et en ce qui concerne l'intra-européen, la nouveauté, c'est que désormais, on ne peut plus voyager à l'intérieur de l'espace européen sans avoir l'attestation d'un test positif, négatif, pour que on soit plus sécurisé, à l'exception des frontaliers et des routiers. Ça aussi, c'est une nouveauté. C'est toujours le même sujet, éviter la diffusion. Mais le point fort de tout cela, c'est qu'il faut éviter de toute façon de voyager, parce que dans le contexte actuel, la sécurité pour tous, la responsabilité partagée, c'est d'éviter la diffusion du vaccin. La responsabilisation. Et donc de ne plus voyager. Bien loin de nos frontières, monsieur le ministre des Affaires étrangères, en Birmanie, c'est important. Le putsch s'est matérialisé par l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et d'autres responsables. Les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent à leur libération, à sa libération. Mais là encore, j'allais vous dire, comme pour la Russie, quel moyen d'action ou de pression ? Écoutez, ce qui se passe en Birmanie est grave, parce que l'arrestation de Mme Aung San Suu Kyi, qui est le symbole de la transition démocratique en Birmanie, qui a une image forte, que j'ai pu rencontrer moi déjà à plusieurs reprises, et qui est une femme pour laquelle j'ai eu beaucoup de respect, qui a une volonté, une détermination très 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 forte. Et cette arrestation, ainsi que l'arrestation du président Win Myint, ce sont des actes inqualifiables, d'autant plus que les élections démocratiques venaient de se produire, et qu'il le faut respecter, puisque le peuple birman s'est exprimé. Il doit être entendu. Et c'est la meilleure manière de régler la question et la crise des Rohingyas. C'est l'avancée démocratique en Birmanie qui permettra de régler cette difficulté. Question des Rohingyas, cette minorité musulmane sur laquelle Aung San Suu Kyi a quand même observé un silence bien étrange, bien coupable. Vous savez, reconnaissons-le. La situation en Birmanie est compliquée au niveau constitutionnel. Le rôle de l'armée est extrêmement fort et Madame Aung San Suu Kyi doit essayer de
gérer l'ensemble de cette situation et de faire en sorte que l'avancée démocratique puisse avoir lieu malgré la force et la puissance de l'armée qui aujourd'hui vient de faire un coup d'État, tout simplement. Et donc, à l'égard de cette junte militaire qui a pris le pouvoir, nous avons déjà pris des mesures de sanctions contre plusieurs de ces responsables, mais je pense que si la situation se poursuit, il faudra envisager au niveau européen, nous allons nous réunir les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne dans quelques jours, il faudra envisager des mesures supplémentaires pour marquer à la fois notre soutien au processus démocratique, mais aussi notre volonté de ne pas laisser ce pays dériver dans la dictature militaire. Donc de nouvelles sanctions potentiellement envisagées au niveau de la Birmanie. Merci Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Drian d'avoir répondu à nos questions sur ces différents sujets. Au-delà, on voit de la crise sanitaire, évidemment, ce qui se passe dans le monde. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.